mission d'une maison de l'Europe, c'est d'être près des citoyens et d'expliquer l'Europe auprès des citoyens et de les accueillir. Les maisons de l'Europe sont un élément très utile dans la réflexion et la formation et la pédagogie sur ce qu'est l'Europe. Ces maisons de l'Europe sont un maillon vraiment très important parce qu'au proche des citoyens, n'importe quel citoyen peut venir dans les débats des maisons de l'Europe et dire voilà, moi je ne suis pas d'accord là-dessus, ou bien moi je ne comprends pas telle ou telle chose, moi je voudrais que la politique européenne soit infléchie différemment. Et donc il en faudrait non pas 30, mais dans toutes les grandes villes françaises et d'ailleurs en Europe aussi. Les maisons de l'Europe ont cette caractéristique d'être un lieu de fraternité, de convivialité pour parler d'Europe librement avec un objectif, c'est la paix, c'est la prospérité et la fraternité entre les peuples européens. Quand on a une association dont la vocation est de s'occuper de l'Europe, on ne peut pas faire le travail à moitié. On est obligé de s'y donner corps et âme. Et c'est un petit peu ce que je fais. Mais ça, je le fais naturellement et sans me forcer. Je crois dans le projet européen. Je sais que des erreurs ont été commises. Mais il faut que l'objectif lui-même soit mieux compris par nos concitoyens et soit mieux défendu par les responsables politiques. Nous essayons d'y travailler. Mais comme nous sommes tous concernés par les élections du mois de mai 2014, et parce que le Parlement européen a son siège à Strasbourg, c'était normal que cette année, nous nous réunissions à Strasbourg. Il faut remettre au centre de la considération, sous les yeux des spectateurs, remettre dans leur conscience en tout cas, l'idée que les libertés individuelles et collectives sont les plus importantes, c'est le bien le plus précieux que nous puissions avoir. Des générations et des générations de femmes et d'hommes se sont battus pour conserver des libertés, pour qu'elles ne soient pas sacrifiées, pour qu'ils puissent se penser ce qu'ils veulent, pour qu'ils puissent se réunir avec qui ils veulent et comme ils le veulent. Et par conséquent, c'est extrêmement important. C'est si important que tout le monde envie le niveau des libertés en Europe, sauf les Européens qui ne s'en rendent pas bien compte. C'est un très grand honneur d'être à cet événement important. Le prix Sakharov pour la liberté d'expression est une récompense prestigieuse. Je suis sûre que grâce à notre unité et notre détermination, nous atteindrons nos objectifs et que nous aiderons les 57 millions d'enfants qui nous attendent. Et ces enfants, ils ne veulent pas d'iPhone, d'Xbox, de PlayStation ou de chocolat. Ils veulent juste un livre et un stylo. They do not want an iPhone, an Xbox, a PlayStation or chocolates. They just want a book and a pen. De voir le nombre de drapeaux qui ornent sa façade, à partir du moment où l'Allemagne a été réunifiée, où le continent se retrouve. Dans ce désamour entre l'Europe, la construction européenne et les citoyens, il y a plusieurs causes. Alors il ne faut pas nier que la crise actuelle, par sa violence, sa profondeur, qui est une crise économique, financière, mais qui a des conséquences sociales évidentes, bon, il faut s'en occuper d'urgence. Le citoyen, c'est peut-être plus ou moins confus, mais il a besoin d'être rassuré sur le plan économique, sur le plan de l'emploi, sur le plan de son pouvoir d'achat. C'est vrai, ça c'est essentiel. Mais il a besoin aussi de savoir que cette Europe qui nous réunit a des valeurs spirituelles très importantes. Le culte de la liberté, le respect de la personne humaine,
le respect de la démocratie, d'une vraie démocratie, pas d'une démocratie de façade. Les pères fondateurs, au départ, voulaient lutter contre les dérives de l'Europe qui avaient conduit à la barbarie dans l'entre-deux-guerres, avec des régimes totalitaires, qui niaient les valeurs traditionnelles de la civilisation européenne, c'est-à-dire la démocratie, les droits de l'homme, l'état de droit. Alors on dira, c'est l'âme de l'Europe. Ben oui, l'Europe est un corps vivant et on s'est occupé de la bonne santé de son corps matériel, mais comme tout corps vivant, il a une âme, il faut aussi s'occuper de son âme. L'Europe a une âme et il faut qu'on en parle. L'idée d'avoir un seul siège pour le Parlement européen me convient. Je souhaite que ce siège soit à Strasbourg. Non pas uniquement parce que je suis maire de Strasbourg, mais parce que je pense que le fait qu'il y ait à Strasbourg des institutions européennes, dont le Parlement européen, mais aussi le Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme et d'autres institutions, est extrêmement important. Je pense que l'Europe qui se construit à Bruxelles est nécessaire, indispensable. C'est l'Europe économique, c'est l'Europe des normes, de la simplification et de la coordination au niveau de l'Union européenne. C'est très bien, c'est nécessaire. L'Europe qui se construit à Luxembourg, elle est nécessaire également. C'est plutôt l'Europe judiciaire ou l'Europe financière. Celle qui se construit à Strasbourg, c'est l'Europe des citoyens. C'est l'Europe des peuples, c'est l'Europe parlementaire et c'est l'Europe des droits de l'homme. Donc je pense que si nous arrivons à coordonner ces différentes conceptions de la construction européenne, on a des chances d'avancer. Aujourd'hui, l'Europe est en difficulté parce que, de mon point de vue, les citoyens européens ne sont pas assez impliqués dans le processus. Et il est indispensable qu'on les associe si on veut progresser. L'Europe ne se fera pas uniquement sur le plan économique, sur le plan financier ou sur le plan judiciaire. Elle doit se faire avec les citoyens d'Europe. Et c'est, je crois, cette Europe-là qu'on peut appeler l'Europe de Strasbourg. Merci beaucoup pour cette possibilité d'échange avec des Européens qui agissent auprès des citoyens. Et je voudrais exprimer ma reconnaissance à tous les représentants des maisons de l'Europe animées par leur présidente qui fait partie de l'histoire strasbourgeoise et de l'histoire européenne. Le pari politique. On a parlé à l'instant de l'Allemagne et je voudrais dire une citation de Sloterdijk, le philosophe, qui dit que, au fond, l'Union européenne s'est créée, l'Europe s'est créée par abandon de désir d'empire. Et l'histoire, et c'est juste, Jean-Pierre Odile disait, elle est faite de ces confrontations d'ambitions territoriales qui ont en effet mis à genoux un certain nombre de pays. En même temps, l'Europe a été le territoire, pas seul, les États-Unis aussi, dans une histoire différente, mais d'émergence d'un modèle qui pouvait être une alternative à l'Empire. Et donc, la question posée à l'instant par Anna Gomes sur la suprématie de l'économie financière est une question qui aura marqué notre mandat. À cause de la crise, à cause des réponses à la crise, à cause de l'absence d'alternatives dont parlait Catherine Lalumière. Je crois que la prochaine élection va être un moment critique de ce point de vue.
Ce budget est pas tout à fait conforme à ce que souhaitait le Parlement à l'origine, puisqu'il est en réduction de montant sur des postes significatifs. Néanmoins, si majoritairement le Parlement l'a adopté, c'est qu'on tienne compte de la situation dans laquelle sont les différents États membres de l'Union européenne et qui disposent d'une faible marge financière, alors même que le budget européen est différent des budgets nationaux, puisqu'il comporte beaucoup de dépenses d'avenir. Le budget européen, c'est 6% de dépenses de fonctionnement, 6% seulement, et 94% de dépenses d'avenir, dont à peu près 40% pour la politique agricole commune, 40% à peu près pour les fonds de cohésion, et pour le reste, c'est Erasmus, Galileo, l'aide au développement et un certain nombre de politiques ponctuelles. On a deux problèmes à la fois. À la fois retrouver une consolidation financière, une stabilisation des dépenses publiques et un confort des budgets nationaux en dépenses, et d'autre part, faire en sorte que la croissance puisse redémarrer. Elle redémarre actuellement lentement, il y a une certaine reprise de l'économie, mais qui reste encore modeste, et il faut arriver à concilier les choses. Et ce serait, mais là c'est un avis personnel, ce serait certainement une erreur de penser qu'on ne doit pas continuer les politiques de consolidation des finances publiques et qu'on doit laisser la dette repartir, les vannes repartir. On a bien vu dans les années qui ont précédé que ce n'est pas forcément un excès de dépenses publiques qui permet de retrouver une croissance durable. Si on veut vraiment traiter le problème de la crise, il faut en parler sérieusement et là il faut aborder à fond les questions budgétaires et monétaires qui aujourd'hui sont négligées, y compris par les exécutifs nationaux. Le budget européen adopté pour la période 2014-2020 est sans doute le moins mauvais compromis possible, mais c'est un compromis qui est 10% inférieur au budget de la dernière fois, avec des clauses dites de macro-conditionnalité qui sont extrêmement préoccupantes, puisque les pays qui n'atteindraient pas les objectifs fixés par la Commission européenne en matière de politique économique se verraient infliger une double peine. Des sanctions financières premièrement, et deuxièmement le retrait des fonds structurels. Donc c'était difficile d'avaler ça, donc certains d'entre nous l'ont fait parce qu'il s'agissait d'avaliser le moins mauvais des compromis possibles, d'autres ont exprimé un vote réservé, et ça a été mon cas. Si on est dans ce cercle vicieux et si les États ne veulent pas contribuer plus, il faudra évidemment lancer le débat sur les ressources propres. Mais ça pose deux problèmes. Un problème économique et un problème politique. Et moi, je connais plein de collègues qui auraient voulu prendre le pouvoir sur la question budgétaire quand un pays allait mal. Je dirais que la question de l'immigration est instrumentalisée par les uns et les autres et dans tous les camps, comme cela se fait chaque fois qu'il y a une crise économique et que le discours sur le bouc émissaire est facile. Voilà, alors que l'immigration n'est ni la cause de la crise ni le principal problème. Il y a des cas qui doivent être traités humainement et au cas par cas. On parle souvent de relocaliser notre économie, des circuits courts. C'est des résultats, au fond, est-ce qu'on fait Airbus, est-ce qu'on fait quoi? Sur le terrain politique et sur le terrain économique, et c'est là où tu m'interpelles. L'Union européenne ne pourra pas sauver toute seule la planète. La majorité de commerce se fait à l'intérieur de l'Union. Donc ça c'est une question. Seconde question, c'est la politique commerciale. Sandrine a... Pour les écologistes, la révolution industrielle, la stratégie, et si on doit avoir enfin une vraie stratégie industrielle européenne, elle passe par la transition écologique, par la transition énergétique. On a tout un potentiel d'emploi possible, de nouvelles activités par l'innovation dans les secteurs et dans le secteur énergétique. À la fois dans la production énergétique,
avec les énergies renouvelables, mais également il y a toute une chaîne de potentiel d'activité dans les transports, dans l'habitat, etc., dans une dynamique d'efficacité énergétique. Donc ce que portent les écologistes aujourd'hui à l'échelle de l'Union européenne, c'est une révolution industrielle écologique. Nous sommes pour une stratégie et une politique industrielle, mais que celle-ci s'engage parce que ce sera gagnant-gagnant, parce qu'on pense que c'est la seule issue pour sortir de la crise aujourd'hui sur le chemin de la transition écologique. Avons-nous encore besoin de l'Europe? Je dirais plus que jamais. Au début du XVIIIe siècle, l'Europe représente 20% de la population mondiale. En 2050, ce sera entre 5 et 6%. Ensemble, nous sommes tout petits à l'heure de la mondialisation. Séparés, nous devenons minuscules. Le président d'une des plus grandes banques chinoises déclarait il y a quelques mois, quand il arrivait en Europe prêt à investir massivement, un chameau assoiffé demeure plus grand qu'un cheval. Il paraît que c'est un vieux proverbe chinois. Une fois décrypté, qui quand même demande un certain nombre d'analyses, ça veut dire que l'Europe est une bonne affaire et que c'est le moment d'investir, et j'y crois, disait le président de cette banque d'investissement chinoise. Mais il faut distinguer dans le regard que le monde porte sur l'Europe le modèle et l'acteur. L'Europe continue d'être perçue comme un modèle, elle n'est plus nécessairement regardée comme un acteur. Et toute la question pour nous, Européens, est de savoir si nous pouvons demeurer un modèle sans être un acteur. Deuxièmement, l'Europe pour eux, c'est effectivement, au-delà de la réconciliation, un capitalisme à visage humain. C'est aussi, et bien entendu ils ne le disent pas aussi ouvertement, un continent qui a des anticorps face au risque d'explosion économique et sociale. Les anticorps de l'Europe, c'est l'état de droit et la démocratie. L'avenir de l'Europe et s'interroger sur le rôle de l'Europe aujourd'hui dans le monde. Nous avons quelque chose de précieux qui est notre mode de vie. Peut-on traiter le climat, l'économie, la finance? Oui, moi j'y crois. L'Europe peut renouveler ses activités économiques vers des nouveaux domaines dans environnement, énergie, technologie d'information, industrie créative, renouvellement du logement, santé. Tous ces domaines peuvent créer de nouveaux emplois en Europe. Et on a besoin de nos jeunes qui sont beaucoup plus qualifiés que par le passé pour profiter de cette opportunité. Mais il faut que je dise aussi aux jeunes que s'ils veulent que cette réalité devienne possible, il faut lutter. Il faut participer activement dans tout ce qui est débat et prise de décision européenne et nationale. Je ne suis pas ici pour déguiser les problèmes. On a les problèmes, on a la crise. Mais il faut aussi savoir que l'Europe est toujours le continent qui garde la qualité de vie la plus élevée, qui a des atouts formidables en ce qui concerne sa population du point de vue d'éducation, de créativité, d'expérience de vie. Elle a toujours le système de protection sociale plus élevé. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut l'adapter aux nouvelles conditions.
Donc il ne faut pas penser qu'il faut revenir en arrière. Non, il faut vraiment faire cette transition vers un modèle plus soutenable, plus compétitif, plus vert, aussi plus intelligent, mais qui garde la cohésion sociale de l'ensemble des citoyens. Et il faut se doter des moyens politiques et financiers pour cette transition. Et c'est ça qu'on n'a pas, ce n'est pas ces moyens qui manquent à cause de la crise. Donc je pense qu'il faut que les Européens se mettent d'accord pour se doter des moyens qui permettent de rendre cette vision vraiment possible. Mais elle est possible, moi je crois. Pendant des années, n'a pas vu, à savoir protéger la production européenne par des moyens à voir lesquels, c'est vrai que ce n'est pas un débat très simple, protéger la production et notamment l'industrie européenne. Le domaine militaire, c'est un domaine dans lequel il ne s'agit pas de partager la souveraineté, mais au contraire d'en retrouver une que si on l'exerce ensemble. À l'approche des élections européennes, on s'est dit qu'il fallait qu'on réunisse nos forces, nos idées pour arriver à mobiliser les citoyens pour les élections. Donc on a initié en janvier 2013 des chantiers citoyens dont le principe est de récolter l'opinion des citoyens de nos départements sur l'Union européenne. Donc on avait mis en place un système de boîtes d'expression. On a eu 2000 réponses, des résultats plutôt positifs pour nous en tant que Maison de l'Europe et encourageants, à savoir un certain rejet effectivement de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, mais aussi une envie de plus d'Europe et d'une Europe renforcée économiquement, mais aussi politiquement. On a vu apparaître de manière récurrente des attentes de citoyens qui disaient qu'ils voulaient une Europe fédérale, qu'ils voulaient un président pour l'Europe, un visage pour l'Europe, et ça on s'y attendait pas. On a regroupé les observations des citoyens par thématique. On les a fait remonter aux députés européens de notre circonscription, de nos circonscriptions, et à la représentation française de la Commission européenne et au président du Parlement européen, ainsi qu'à la Fédération française des Maisons de l'Europe. L'objectif, c'est à la fois apporter des réponses aux citoyens sur ces observations qu'ils ont pu faire par l'intermédiaire des députés et des candidats aux élections, et proposer dans une seconde partie du projet des forums citoyens en lien avec ces thématiques. Les universités d'automne Maison de l'Europe, c'est très important parce que ça permet un échange d'idées, de bonnes pratiques entre les bénévoles et les salariés de l'ensemble des Maisons de l'Europe. Donc c'est un moment très important dans le cadre de nos actions sur le terrain, parce que c'est vrai qu'étant sur le terrain, on est pris par le quotidien. Et là, c'est fou d'arriver à Strasbourg, c'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour ça, c'est parce qu'il y a des Catherine la Lumière et que ça a du sens l'Europe, ça a du sens qu'on travaille ensemble, ça a du sens de nous d'être au contact des citoyens et de parler de quelque chose qui semble loin et de le mettre en vie. Alors moi je suis toujours très friande de ces rencontres-là qui sont pour moi des formidables occasions de réseauter, donc de rencontrer des personnes. Le réseau bouge en fait, des nouveaux salariés arrivent, des nouveaux administrateurs arrivent. C'est l'occasion de faire connaissance avec nos homologues et de partager nos bonnes pratiques. Comment font-ils? Comment faisons-nous? Et puis il ne faut pas croire, en fait, les conférences, c'est des moments très intéressants, mais c'est souvent à la pause café qu'on arrive à se dire plein de choses. I learned a lot of details about the forthcoming elections, and I also learned how people are thinking about it, because people have very different opinions than the ones in Greece, and I think that they are also more motivated, for example with planning this kind of activities, and it was a really useful experience for me. Avec la perspective des élections européennes, dans le contexte particulier qui est un contexte politique dont on sait qu'il va être délicat, que l'on puisse être tous ensemble à cogiter justement sur ce que l'on peut faire, sur ce qu'on ne doit pas faire. Depuis 4 ans, l'ensemble des débats que j'ai pu avoir avec les Maisons de l'Europe, c'est généralement, ça participe au débat européen et ça touche assez juste sur l'actualité et les vrais défis qu'il nous appartient de relever. Et aujourd'hui, moi j'étais ravie d'être là. J'ai eu la chance de participer à l'Université d'automne
présidée par sa présidente, la ministre Madame Lalumière, qui est une femme de grande qualité et qui a organisé un débat avec Catherine Trottmann, Jean-Paul Gauzès, l'un de nos meilleurs parlementaires du groupe PPE, et tout ça a été d'une extraordinaire richesse dans nos diversités politiques, et en réalité pour tâcher de faire en sorte que l'ensemble des adhérents au réseau des Maisons de l'Europe puissent chacun individuellement devenir des ambassadeurs et que nous abordions cette campagne électorale dans la joie et le courage d'être européens parce qu'aux problèmes, il y a des réponses. Les jeunes, c'est la tranche d'âge qui vote le moins. Et pourtant, c'est leur avenir qui se joue aujourd'hui. Si l'Europe, à l'heure actuelle, ne leur plaît pas, il faut justement, à travers leur vote, qu'ils expriment quelle Europe ils veulent pour demain. Est-ce que c'est plus d'Europe? Est-ce que c'est moins d'Europe? Est-ce que c'est une Europe où on partage davantage de choses, notamment en matière d'éducation, qui ne fait pas partie des compétences de l'Union européenne? Donc s'ils veulent que l'Europe fasse des choses dans ce domaine-là, il faut qu'ils le disent, qu'ils s'expriment et qu'ils prennent conscience que leur voix a du poids. L'enjeu des élections européennes de mai prochain est d'envoyer des représentants dans la seule institution européenne élue au suffrage universel. Les citoyens européens reprochent aujourd'hui à l'Europe son déficit de démocratie. Il faut que la seule institution démocratique puisse avoir une légitimité forte et pour ça il faut un fort taux de participation. C'est entre nos mains que se dessinera l'Europe de demain. Quels que soient nos choix, je respecte l'ensemble des choix qui sont possibles à faire pour cette élection, mais au moins d'y aller, ça c'est important. Donc de le marteler à l'entourage, aux amis, aux collègues, à la famille, c'est important d'aller voter et de faire son choix, parce que l'Europe en fait c'est son quotidien, c'est vraiment son quotidien, vraiment. It's your future, the one that you want to plan with your vote, so in order to do things the way that you want, you have to be sure that with your vote, you can plan your future and maybe your country's future or Europe's future in general. Il faut que vous vous manifestiez, vous citoyens. Il faut vraiment mobiliser autour de vous pour que les urnes soient pleines, pour que les citoyens disent quelle politique ils veulent, disent quel leader ils veulent, disent ce qu'ils n'aiment pas. On ne peut pas avoir la démocratie et lui préférer la pêche à la ligne, ça ne peut pas aller, ça. Écoutez, c'est très simple. Il n'y a pas une seule Europe. Il y a plusieurs choix pour l'Europe. En ce qui concerne la direction à prendre, les gens qui vont remplir les rôles clés dans le pouvoir législatif mais aussi exécutif. Et je pense que pour la première fois, les citoyens européens, s'ils votent, ils vont pouvoir avoir une influence sur tout cela. Priorité et dirigeants dans le pouvoir législatif et exécutif. S'ils ne votent pas, ils vont rater cette possibilité d'influencer les choix. Si l'Europe, on veut qu'elle nous ressemble, il faut qu'on soit présent. On est en ce moment dans une crise, je ne sais pas quel mot utiliser, mais en tout cas de remise en question de la démocratie, des politiciens, est-ce qu'ils nous ressemblent, est-ce qu'ils ne nous ressemblent pas. En tout cas, c'est le moment de s'interroger. Donc oui, aller voter, c'est aussi toute la réflexion qu'il va y avoir avant et après de quelle Europe on veut, quel gouvernement on veut et quel sens on donne à la démocratie de demain. Donc voilà, pour ça, il faut aller voter.